Donc nous sommes toujours, bien entendu, dans le séminaire Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui est le livre 11. Le docteur Val, qui est ici, m'a annoncé que le livre 12 allait sortir bientôt, qui est... c'est lequel déjà, Alain? C'est lequel qui sort? Problèmes cruciaux Ah oui, pour la pour la psychanalyse. première cruciale pour la psychanalyse. Oui. Livre 12 va sortir bientôt. En poche, non? Non, non, comme ça, Ah, en seuil. je crois qu'il est déjà sorti. Ah bon? D'accord. Ah oui, ils le sortent d'abord en seuil, puis en poche plus tard. Oui, Oui, c'est ce qu'ils font. C'est la tactique, hein. Donc, je voulais vous dire aussi une chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, que ce séminaire, cet enseignement est agréé formation permanente. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça la dernière fois. Non. Il est agréé formation permanente, donc je dis ça pour les étudiants, surtout pour les étudiants, mais pour les autres aussi éventuellement, parce que ça donne des points pour les concours de la fonction publique. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez demander à la fin de l'enseignement, là, il y a 6 séances de 2 heures, ça fait 12 heures de formation permanente. Après, si vous assistez pas à toutes les séances, je vous délivrerai quand même une attestation. Si vous avez une présence, disons, honorable, quoi, voilà, dire le mot. Et donc, ça vous donne des points en plus de votre éventuel master 2, comme donnent des points les DU, le fait de faire partie d'une association, etc., etc. Oui, il y a plein de trucs qui donnent des points, des formations supplémentaires, etc. Et là, on a depuis très longtemps hein, un numéro de formation permanente agréé par le ministère. Et donc, on a des attestations qu'on délivre en fin de cursus. Donc, vous me les demanderez à la fin. Si vous le souhaitez, j'en ferai pour tout le monde nominalement, hein, avec le nombre d'heures, c'est-à-dire 12 heures. Je marquerai 12 heures de toute façon sur toutes les attestations de présence. Ça peut être utile parce que moi, j'ai fait partie souvent de concours de recrutement de la fonction publique, notamment pour les psychologues. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient les Master 2 et ils n'avaient rien de plus. Et en fait, avec le Master 2 tout seul, ils n'avaient aucune chance. Aucune. D'être recrutés. Parce que les autres avaient un DU, 2 DU, 3 DU, des formations permanentes, des choses comme ça. Donc c'est bien d'avoir, il est utile, même indispensable d'avoir quelques points supplémentaires par rapport au Master 2, que ce soit de psycho ou autre chose d'ailleurs, hein, pas forcément uniquement pour les psychologues. Voilà, ça c'était un petit point, mais qui est pas négligeable quand même. Il est agréé formation permanente parce que bah, ça fait longtemps qu'on fait de la formation. Cet enseignement, il est très ancien. Et donc, il a été reconnu par le ministère comme étant ben, utile. Voilà. Utile et pouvant être agréé. Donc, n'oubliez pas de me le demander. Vous me le direz à l'avant-dernière séance, de manière à ce que je puisse ramener les attestations à la dernière séance. Et je les signerai ce jour-là. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais enfin, il faut y penser quand même. Faut pas oublier parce que moi, je peux oublier. Hein. C'est pour ça que je vous le dis parce que moi, je peux oublier bon, les attestations. Bonjour. Donc, alors ce chapitre, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est difficile Lacan, mais là, ce chapitre, il est vraiment, oh là là. Je sais pas si ceux qui l'ont lu, s'accrocher au bastingage, hein, s'accrocher au bastingage parce que il y a beaucoup de références il y a beaucoup de références, hein, notamment des références à Roger Caillois, des références à Maurice Merleau-Ponty, et puis à d'autres, hein. À Aristote, d'une certaine façon. À Aristote, c'est pas la même époque, mais bon, quand même. Et puis il y a des références évidemment à Freud, des références à certains rêves, des rêves très connus que Freud a relatés, comme le rêve de l'homme au loup, qui est bien étudié là, dans ce chapitre-là, et le rêve de l'enfant mort qui dort. Et c'est les deux rêves qui sont retenus dans ce chapitre-là. Alors ça fait de la matière tout ça, hein. Oh là 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 là. Parce que, si vous voulez, on est quand même contraint de donner un petit peu la manière dont Freud appréhendait tel rêve, par exemple celui de l'homme au loup, et la façon dont Lacan l'appréhendait. Et c'était pas pareil.
Alors après, il faut pas penser que Lacan prenait le contre-pied de Freud, contredisait ce qu'il avait pu énoncer, etc. Non, 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 il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Et il avait un grand respect pour Freud, Lacan, hein, un immense respect pour Freud, et il ne contredit pas du tout ses. Mais il va, et, il en parle autrement, quoi. Voilà, il va sur d'autres chemins qui ne viennent pas en contrepoint des positions freudiennes, mais qui sont une sorte de complémentarité intellectuelle, voilà, hein, et qui est intéressant quand même, hein, sur des rêves qui sont très connus. Parce que le rêve de l'homme au loup, c'est dans les 5 psychanalyses, vous voyez. Alors les étudiants en psycho, en général, quand on leur dit qu'il faut étudier Freud, on leur demande toujours d'acheter un bouquin, celui-là. Toujours celui-là qu'on leur demande d'acheter. Alors que c'est le moins intéressant de Freud. Donc faut pas lâcher. Je vous le dis comme ça, c'est inutile que vous achetiez ça. Moi, je vous parlerai de l'homme au loup, quand même, bien sûr, puisqu'il en est question là, je vais vous le relater un peu, mais euh, pourquoi il faut pas l'acheter? Ben parce que c'est un bouquin où les, les observations, si vous voulez, il y a un certain nombre là-dedans, ben 5, eh bien, elles sont remaniées, maniées, remaniées, 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 remaniées par Freud, par d'autres gens, etc. Et puis, il y a des gens qui ont déliré complètement sur ces observations. Pas tellement sur celle de l'homme au loup, mais surtout sur l'observation de Dora, qui était une jeune fille que Freud a analysée quelque temps, avec qui ça marchait pas du tout d'ailleurs, qui traitait Freud d'imbécile et qu'il ne comprenait rien à ce qu'elle lui racontait. D'ailleurs, elle s'est barrée assez rapidement. Ça n'empêche pas que maintenant, il y a des tonnes, quand je dis des tonnes, le mot est faible, des tankers entiers de littérature sur le cas de Dora, alors que ça a été une psychanalyse qui a été extrêmement courte, qui a duré quelques séances, et puis elle s'est barrée, parce qu'elle n'était pas contente de ce que Freud n'entendait pas sa parole de femme, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein. Elle avait une parole de femme, Dora, et Freud refusait obstinément de l'entendre, hein. Il lui disait vous êtes amoureuse d'un tel homme, alors parce qu'il y avait un espèce d'embroglio familial, un broglio familial dans cette histoire-là de Dora. Et lui, il voulait si vous voulez, dans son schéma édipien, il tenait absolument à ce qu'elle soit amoureuse d'un homme. Voilà, hein, Dora. Et donc il lui disait, mais vous êtes amoureuse d'un certain monsieur qui s'appelait Monsieur K, voilà. Et Freud elle lui répondait, mais non, je suis pas amoureuse de lui, pas du tout. Même je le déteste. Enfin voilà, elle lui a même foutu une baffe, un vieux ramponneau, parce qu'il avait essayé de l'embrasser. Enfin, bref, donc elle comprenait pas ce que Freud lui racontait. Et Freud alors lui disait, mais alors, si vous n'êtes pas amoureuse de Monsieur K, je comprends rien, mais c'est peut-être de moi dont vous êtes amoureuse alors. Mais non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Et donc, il ne pouvait pas penser une seconde que ça pouvait être une femme dont elle était amoureuse. Elle était amoureuse d'une femme, Dora. Je vous dis ça comme ça en passant, hein, parce que j'ai les 5 psychanalystes qui sont là, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Et donc, Freud est parti sur une espèce d'errance comme ça interprétative, et il s'est planté quoi. Et elle est partie parce qu'il a pas voulu entendre qu'elle était amoureuse non pas de Monsieur K, mais de Madame K. Voilà, c'est Madame K qui était son point d'intérêt, et pas du tout le monsieur dont elle avait rien à foutre. Enfin voilà. Et ça, Lacan l'a repris aussi abondamment, hein, voilà. Mais en fait, bref, ne l'achetez pas. Voilà. Ça servira à rien. C'est pas. Non, c'est des observations que je trouve un peu faisandées, quoi. Un peu faisandées parce qu'elles ont été trop travaillées. Par contre, j'ai là la science des rêves. La science des rêves, qui est là, c'est l'édition de la Pléiade qui est chère. Faut pas acheter celle-là. Il faut acheter l'édition poche. Je pense que c'est poche. Elle existe en poche, hein, qui n'est pas très chère. Ça, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des rêves qui sont quand même étonnants, hein. Et Freud les relate avec un style magnifique. Freud, comme Lacan, était un écrivain. Lacan n'écrivait pas. Il a rien écrit du tout sur sa thèse, mais sa thèse de médecine. Il était médecin, mais il écrivait pas. Il pouvait pas écrire d'ailleurs. Il avait une espèce d'impossibilité d'écrire, hein. C'était un problème pour lui, hein. Mais il parlait tellement bien que tous ses propos ont été repris.
Et tout ce que vous pouvez lire là-dedans, ce n'est pas écrit par Jacques Lacan. Je l'ai déjà dit la dernière fois. C'est ce qu'il a parlé. C'est ce séminaire parlé, enregistré, pris en sténo, etc. Filmé par certaines personnes en douce. Et il n'a jamais écrit quoi que ce soit. Il ne voulait pas, et il ne tenait pas, comme je vous l'avais dit aussi la dernière fois, il ne voulait pas être publié. Il ne voulait surtout pas être publié. Il l'a été. Il l'est plus que largement maintenant. Mais c'est pas sur des écrits. Sauf un bouquin qui s'appelle Les Écrits, voilà. Mais Les Écrits, c'est pas vraiment un bouquin, faut pas dire qu'il a écrit ça, parce que Les Écrits, c'est une compilation d'articles et de conférences qu'il a données à divers endroits, dans divers endroits, aux États-Unis, en Belgique, dans pas mal de pays, en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Il a donné pas mal de conférences sur beaucoup de continents. Et ces conférences ont été, si vous voulez, compilées dans un bouquin qui s'appelle Les Écrits, qui est un gros bouquin, hein, très difficile, mais qui parle de tout. Donc c'est pas inintéressant d'avoir celui-là. Je sais pas s'il existe en poche, en 2 volumes, je crois. En 2 volumes, parce qu'en un volume, ça ne tiendrait pas. Il existe en poche en 2 volumes. Il est un petit peu incomplet en poche, mais enfin, il est suffisant. Il est suffisant. Il n'y a pas tout, il n'y a pas exactement tout ce qu'il y a dans le volume unique. Mais c'est pas très grave, parce que l'essentiel y est largement. Mais c'est difficile, les écrits, hein. On l'a fait déjà, hein. On l'a fait déjà une fois dans ce séminaire-là, les écrits. Bon, mais c'est s'accrocher aussi, hein. Et donc, vous pouvez, oui, la science des rêves, il avait un style, quoi, Freud, très beau, très limpide, bien que ce soit traduit, on s'en rend compte quand même, hein, que c'est prenant. Et les rêves sont assez extraordinaires, et les interprétations qu'il en fait sont assez stupéfiantes aussi, hein, vraiment. Donc ça, c'est un bouquin que éventuellement vous pourriez acheter, je dis, c'est conditionnel. Avec l'argent que vous aurez économisé à ne pas acheter les 5 psychanalystes qu'on vous recommande tout le temps, et qui n'ont pas tellement d'intérêt, de mon point de vue, hein. On peut ne pas être d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, on est toujours dans ce séminaire, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui est le livre 11, qui s'est déroulé en 1964, pour le situer dans le temps, dans la chronologie, et qui s'est situé, celui-là, à la Sorbonne. Oui, puisqu'il est parti de l'école normale supérieure. Oui, c'était à la Sorbonne, Panthéon Sorbonne, Assas. C'est là que ça se passait, parce qu'il y avait de très grands amphithéâtres, mais qui ne suffisaient pas d'ailleurs à contenir le public qui venait. Il y avait trop de monde, il y avait des gens qui restaient dehors. Donc, dans ce chapitre-là, qui s'appelle la skise de l'œil et du regard. La skise de l'œil et du regard. Ce qui veut dire que Lacan fait une différenciation très nette entre l'œil et le regard. Pour lui, c'est pas la même chose. L'œil et le regard. Pour lui, ça ne désigne pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Alors, il commence par parler, dans le chapitre, page 79, puisque moi j'ai paginé selon le petit bouquin que vous avez en poche, hein, il commence par parler un petit peu indirectement d'Aristote, en parlant de l'automaton. Alors, il faut que je vous dise un tout petit peu, je ne sais pas comment on prononce, parce que je ne sais pas comment les Grecs prononçaient, j'en sais rien. Automaton, c'est un mot grec, hein, ça vient du grec ancien, qui veut dire soi-même, si vous voulez, soi-même automatique, soi-même automatique, qui veut dire ça littéralement. C'est-à-dire que c'est une action que vous faites malgré vous-même. Vous n'avez pas besoin d'éléments extérieurs pour la faire, cette action. Ça n'est pas utile que vous soyez aidé, poussé, sustenté par quoi que ce soit pour la faire. Elle se fait malgré vous, en dépit de vous. En dépit de vous. Malgré. Et cette action, elle est tellement indépendante de vous que Lacan dit, elle vous détermine. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà dit un peu la dernière fois, mais je vais vous réexpliquer pourquoi. Lacan, vous savez, le mot central dans ce qu'on peut lire de Lacan, le mot central chez lui, c'est signifiant.
c'est pas un mot qui lui appartient, hein, c'est un mot de linguistique, bon voilà. Mais lui, il l'a retenu, ce terme-là de signifiant, parce qu'il en a une acception, si vous voulez, qui n'est pas la même que celle des classiques des linguistes. Voilà. Il s'en démarque des linguistes. Linguistes très connus comme Saussure, par exemple, etc., et d'autres. Eh bien, Lacan ne retient pas. Pour lui, c'est un symbole, un signe, et il était radical par certains moments, je vous l'ai dit aussi la dernière fois, puisqu'il disait carrément parfois, le signifiant n'a aucune signification. Alors ça a plongé des générations de gens dans la perplexité, hein, quand il a dit le signifiant n'a aucune signification. Alors comment est-ce qu'on fait si aucun symbole n'a de signification, hein? En fait, c'était un peu une provocation sémantique, euh, parce que pour la linguistique classique, si vous voulez, vous avez le signifiant qui est au-dessus et la signification qui est en dessous, qu'on appelle le signifié aussi. La signification qui est en dessous, voilà comme ça. Et si vous dessinez un arbre, par exemple ici, si vous dessinez un arbre ici, eh bien en dessous vous mettez arbre, et voilà. Donc là vous avez le signifiant, c'est l'arbre, et puis ici vous avez la signification, c'est arbre. C'est l'arbre dessiné, le signifiant, hein, en l'occurrence, et la signification c'est arbre. Mais si vous êtes aveugle, l'arbre vous ne le voyez pas, donc vous ne savez pas qu'il y a d'arbre, hein. Donc le signifiant ça va pas de soi, ça va pas de soi, ne serait-ce que par cet exemple-là. On pourrait en donner mille autres, mais et il est possible qu'il y ait des gens qui n'accordent pas à un arbre la même valeur sémantique, euh, métaphysique, on pourrait même dire à la limite, que d'autres. Et donc le signifiant est quelque chose d'essentiellement erratique et qui peut même, si on va jusqu'au bouddhisme lacanien, aller jusqu'à dire qu'il n'a jamais de signification. Mais il faut pas retenir ça quand même, hein, parce que sinon on est mal. Quand même, si on retient qu'il n'a jamais de signification, alors après, il se reprend en disant, mais quand même, il y a quelques rencontres entre le signifiant et le signifié. Il appelait ça les points de capiton, comme dans les matelas, vous savez. Les points de capiton. Il disait ça, c'est le lien entre le signifiant et le signifié. Mais il dit ça arrive de temps en temps, qu'il y a un point de capiton. Voilà. Mais, mais pas tout le temps. Quelquefois, il n'y en a pas. Donc voilà. Si vous prenez les grands délirants, les schizophrènes, les schizophrénies chroniques, la schizophrénie, elle est chronique, hein, de toute façon, c'est même pas la peine de rajouter c'est un pléonasme. Et donc, les grands schizophrènes, bien, les signifiants qui sortent, souvent n'ont pas de signification pour nous, hein, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un cadre psychopathologique particulier, spécifique, où le signifiant a rarement de la signification. Il en a parfois quand même. Même les gens qui délirent disent parfois des choses qui signifient quelque chose, enfin, qui ont une signification, disons, commune à nous, qui nous est commune, qu'on peut partager. Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'on peut la partager, la signification. Si vous ne la partagez pas, vous pouvez la négocier, mais c'est plus compliqué. Et donc avec les psychotiques, eh bien, on a un petit peu ce souci-là. Donc, alors, par rapport à l'automaton, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Ben justement, c'est par rapport, allez, la brosse, par rapport au signifiant. Donc, autour de vous, comme autour de moi, là, il y a des signifiants partout. Il y a une infinité de signifiants, une infinité de signifiants. Moi, je suis un signifiant, pas en un seul mot, hein, mais en deux mots, enfin peut-être en un seul mot aussi, mais sûrement même. Mais en deux mots, j'en suis un, et vous, vous êtes tous des signifiants, avec des prénoms, des noms, etc. Vous êtes nommés, hein. Vous êtes nommés, ce qui fait que ça vous donne un signifié, ça vous donne une signification. Et puis, vous avez tous les objets qui nous entourent, l'univers. Mais l'univers, on peut le rabougrir un petit peu et le ramener aux tables et aux chaises qui sont là, aux vitres, aux murs, etc., à la Loire qui passe, à tout ce que vous voulez, à l'univers. Donc, il y a une infinité de signifiants. Une infinité de signifiants. Ils ne sont pas quantifiables. Et donc, Lacan disait c'est S1, S2, S3, S4, S5, etc. À l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ni début, ni fin. Ni début, ni fin. C'est impossible. Infini.
Voilà, l'alpha de l'infini. Et donc, cette chaîne, il appelait ça la chaîne symbolique. Hein, la chaîne symbolique. Cette chaîne symbolique, je vous l'ai dit la dernière fois aussi, elle est là, que vous soyez là ou pas, vous. Hein. Que vous soyez vivant ou mort, c'est pareil, la chaîne symbolique, elle n'en a rien à faire de vous. C'est Lacan qui disait lui-même ça, il disait, la chaîne symbolique se fout de vous, elle s'en fout. Que vous soyez vivant ou mort, ça ne change rien, les objets sont là, le cadre signifiant est toujours là, quoi que vous fassiez. Et donc, quand vous arrivez comme sujet sur cette planète, eh bien, vous êtes pris dans la chaîne signifiante. Vous êtes pris entre les signifiants. Vous êtes là, comme S barré. Je vous expliquerai pourquoi le S est barré une autre fois, mais il écrit toujours comme ça. Vous êtes pris dans cette chaîne signifiante. Et comme cette chaîne signifiante, elle est immuable, infinie, que vous ne la maîtrisez pas, c'est elle qui génère vos répétitions. Hein, elle fait que vous répétez. Vous répétez de manière automatique. Tout le temps, les mêmes choses. Vous vous en rendez pas forcément compte, hein, mais dans votre quotidien, vous êtes sans cesse dans des phénomènes de répétition. Vous êtes coagulé dans la répétition, ce qui n'est pas une prison, ce qui n'est pas un enfermement. C'est une forme dialectique, voilà, particulière, qui est la répétition, et qui est automatique. Cette répétition n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour exister, elle n'a pas besoin d'être titillée, elle n'a pas besoin d'être sommée par quoi que ce soit pour prendre l'air et se faire comme existante, cette répétition. Elle est là, de toute façon. C'est pour ça que Lacan dit, le signifiant, il est là avant que nous arrivions sur Terre, et il est là après que nous soyons partis, et c'est pour ça que cette chaîne signifiante nous surdétermine. Voilà, c'est ce qu'il disait. Nous surdétermine, nous surdétermine. Donc, on n'a pas une liberté absolue. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas de libre arbitre, mais on n'a pas une liberté déchaînée, si je puis dire, puisque ça, c'est la chaîne symbolique. Hein. On ne peut pas se déchaîner hors de la chaîne symbolique. On est pris dedans, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est une syntaxe typiquement lacanienne. Freud ne prononçait pas le mot de signifiant. Hein. Freud n'a jamais abordé le signifiant de cette sorte-là, de cette façon-là. Jamais. Donc ça, c'est une spécificité lacanienne de parler du signifiant, comme cela. Je vous le dis parce que c'est important, parce que c'est vraiment le noyau central c'est vraiment la moelle, si vous voulez, de la théorie lacanienne, c'est le signifiant. Il n'y a aucun doute. Et cette phrase-là qu'il a dit, le signifiant n'a aucune signification, qui est une forme de provocation, mais qui a son sens quand même, parce que le signifiant a toujours une signification dérivante, erratique, je vous l'ai dit, erratique. Et donc, cet automatone-là, cette espèce de répétition dans laquelle on est pris à partir du moment où on arrive sur Terre, regardez même aujourd'hui, hein, on est pris dans la répétition de la séance d'avant, dans le même cadre, avec certaines personnes qui nous sont communes à la dernière assemblée, etc., etc. Mais on est dans cette répétition-là invariablement, quoi que l'on fasse. Hein. Et on ne pourrait pas, malgré des efforts surhumains, ça serait pas de le dire, surhumains, on ne pourrait pas s'en sortir. Sauf à penser qu'il y aurait des causes métaphysiques qui nous mettraient hors de ces registres, mais ça me paraît compliqué quand même. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut venir embarrasser cette chaîne signifiante, et ça, c'est ce que Lacan dit aussi dans ce chapitre, hein, quand il parle d'un autre mot grec qui s'appelle la tuché. Je ne sais pas si on dit tuché ou tuché, j'en sais rien non plus, parce que je suis pas né en moins 300 avant Jésus-Christ, parce que c'est Aristote qui a écrit ces mots-là, hein, c'est Aristote. Aristote, c'est moins 330 par là, hein, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2300 ans.
Donc je ne sais pas comment il prononçait. Tuquet ou Tuché, j'en sais rien du tout. Mais ça n'a pas une grande importance. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Tuquet? Eh bien, la Tuquet, c'est l'imprévisible, si vous voulez. C'est l'imprévisible. Alors, ça suffira pas de dire ça, hein. L'imprévisible. L'imprévisible qui vient tout d'un coup interrompre la chaîne symbolique. La chaîne symbolique qui se déroule avec nos automatismes quotidiens, avec nos manies, nos tocs, comme on dit à la moderne. Eh bien, ça vient buter là. Il y a un butoir, littéralement, hein, sur l'imprévisible que Lacan appelle de manière particulière le réel. Alors il faut faire gaffe à ce mot-là aussi parce que le réel chez Lacan, je l'ai répété je ne sais pas combien de milliers de fois, ce n'est pas la réalité. Hein. Le réel, ce n'est pas la réalité. Je l'écris différent de réalité. La réalité, si vous voulez, c'est simple à définir d'une certaine façon, c'est ce que vous arrivez à appréhender. Vous arrivez à nommer certaines choses. Vous arrivez à nommer les tables, les chaises, vos amis, etc., votre famille, ce qui vous arrive, vos sentiments, vos effrois, vos joies, etc. Vous pouvez arriver à nommer tout ça, votre existence, quoi. Vous pouvez arriver à la décrire, à la nommer, vos ressentis. Mais il y a une infinité de choses que vous ne pouvez pas nommer parce que vous ne les appréhendez pas, hein, une infinité de choses. Et donc, cette infinité de choses, eh bien, Lacan l'a appelé le réel, c'est-à-dire ce qui n'est pas nommé. Voilà, c'est la définition stricte de Lacan, hein, ça. C'est pas la mienne, hein. Ce qui n'est pas nommé. Donc, ça donne un petit peu le vertige quand même, hein, ce qui n'est pas nommé. Essayez donc d'apprendre ça intellectuellement, ce qui n'est pas nommé. Vous n'allez pas y arriver, c'est impossible. C'est impossible, hein. Vous pourriez énoncer, par exemple, vous pourriez faire cet exercice qu'on ne peut pas réaliser, mais d'énoncer tous les mots que vous connaissez, par exemple. Hein. Il y a un moment où vous allez vous épuiser. Il va y avoir un épuisement de votre stock et vous allez vous arrêter. Et vous allez arriver aux confins de votre symbolique à vous, de vos signifiants et de vos significations, et vous allez tomber dans le réel. Vous allez tomber dans le réel, vous n'arrivez plus à nommer les choses, ce n'est plus possible. Alors, elles sont éventuellement du domaine de l'inconscient, mais pas forcément, pas seulement. Elles sont éventuellement du domaine de votre inconscient, mais pas forcément, et pas seulement. Ça n'empêche que l'inconscient, pour une bonne part, est dans le réel. Alors, on peut dire que il réapparaît parfois, ce réel, dans les rêves, par exemple. C'est pour ça que Lacan, dans ce chapitre, parle de deux rêves, l'homme au loup, et puis le rêve de l'enfant mort qui dort. Donc, je vous reprécise que le rêve de l'homme au loup, il est dans les 5 psychanalyses. D'ailleurs, c'est la dernière observation de ce bouquin-là, les 5 psychanalyses. Et puis, le rêve de l'enfant brûle qui dort, il est à la page 80. Non, je vais vous dire ça tout de suite. À la page 433 de la Pléiade. Il est très court d'ailleurs, hein, il est très court. Il est très court, le rêve de l'enfant d'or qui brûle, mais c'est un rêve assez extraordinaire, très poignant, triste, triste, extrêmement triste, angoissant, anxiogène, mais qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été beaucoup analysé a posteriori. Mais Lacan dit, oui, mais le rêve c'est bien joli d'analyser le rêve de l'enfant mort qui dort, mais il n'a jamais été analysé ce rêve. Ce qui est vrai, il n'a jamais été analysé, puisqu'en fait, Freud l'a entendu de la bouche d'une dame qui elle-même l'avait entendu de la bouche d'une autre dame. Et donc cette dame qui l'avait entendu, et qui était chez Freud en analyse, l'a rêvé à son tour. Mais elle l'a rêvé à son mode à elle. Et c'est cette restitution-là que l'on a. On n'a pas le rêve de la première dame. On l'a pas. Hein. On a le rêve de la répéter, si je puis dire. Encore là, vous voyez la répétition, répétée par la psychanalysante de Freud, qui avait rêvé le rêve d'une dame. Voilà, elle dit ça. J'ai rencontré une dame qui a rêvé ça, et moi je l'ai rêvé après aussi. Et elle lui raconte le rêve de l'enfant mort qui dort. Je vous dirai deux mots tout à l'heure.
Donc, cette espèce de butée-là, de butée vers, à laquelle vous êtes forcément confronté à un moment ou à un autre, eh bien, ça fait que vous rebroussez chemin. Parce que le réel, pourquoi? Parce que le réel, du fait qu'il est, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas nommé. C'est ce qui n'est pas nommé. Donc, la qualité du réel, c'est qu'il est impossible. C'est ce que dit Lacan tout le temps. Le réel est impossible. Le réel est impossible, puisque c'est ce qui n'est pas nommé. Donc, du coup, quand on bute, quand on arrive à ce point de butoir là, sur le réel, on est confronté à une impossibilité et on rebrousse chemin. On fait marche arrière. On fait marche arrière et on retombe dans une autre forme de répétition. Mais c'est pas tout à fait la même parce que cette butée-là, vous allez la rencontrer plein de fois, et encore une fois, et encore une fois, dans votre vie, mais des milliers de fois, tous les jours, même. Cette butée avec de par le réel, sans vous en rendre compte, hein, sans vous en rendre compte, mais notamment quand vous rêvez, par exemple. Hein. Et donc, comme il y a un butoir, vous repartez en arrière, et c'est une forme de répétition aussi, mais qui n'est pas la même que la répétition de la chaîne dont on a parlé tout à l'heure. Parce que là, elle était chaînée, c'est comme un train qui avance, il y a pas à s'en faire, la locomotive, le tract, etc. Il n'y a pas de souci. Alors que là, c'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu. Et Lacan dit c'est un accident. C'est un accident. Et le mot tuché, tuché, T-U-C-H-E, qui vient du grec ancien aussi, désigne ça. Désigne la rencontre avec l'imprévisible, la rencontre avec le non nommé, la tuché, l'automatone. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est le titre du chapitre qui précède celui qu'on fait aujourd'hui. Parce que le problème, si vous voulez, du fait que je fais avec vous 6 séances, évidemment, je ne fais pas le bouquin en entier. Parce que des séances, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus que ça. Je n'ai pas compté combien il y en avait. Je ne sais pas. Euh, Enfin, il y en a beaucoup plus que ça, en tout cas. Donc, ce qui fait que la dernière fois, on a fait un chapitre, et on fait celui-là, mais on saute par-dessus des chapitres. On saute par-dessus des chapitres. Ce qui, évidemment, rend la chose beaucoup plus complexe pour vous, puisque, par exemple, Tuquet et Automaton, t'es pas directement dans ce chapitre-là, c'est le chapitre d'avant, où il développe ça en long et en large. Donc, du coup, je suis obligé de le reprendre, parce que sinon, on comprend rien à ce chapitre-là, si on comprend pas la notion de Tuquet et d'Automaton. C'est pour ça que je le reprends de manière brève. Je l'ai fait de manière brève, hein, voilà. Je sais pas, brève et puis mais correct, hein, correct. Voilà, je vous ai rien dit de tout à fait de dingue quoi par rapport à Tuquet et Automaton. On n'est pas obligé de faire le réveillon dessus non plus, hein. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre-là que de toute façon, ben, il y a plein de choses qu'on fera pas aujourd'hui, parce que c'est trop long. Moi, j'ai tout bossé là-dessus, mais je pourrais pas tout vous restituer. Mais comme disait Lacan lui-même, il disait ce que l'homme ne peut pas faire, il le laisse. Ben voilà. Nous, c'est pareil. Hein. Nous, c'est pareil. Ce qu'on ne peut pas faire, on le laisse. Quand on a 1 heure 3 quarts, hein, à peu près, pour faire tout ça, on peut pas, on est obligé de faire comme Lacan, on dit on laisse. On laisse. Hein. Et puis ça repart dans le réel. Ce qu'on n'a pas fait, c'est pas nommé. Ça fout le camp dans le réel. Vous voyez, le butoir du réel, en fait, il est là tout le temps, hein, puisqu'on le rencontre nous-mêmes dans ce séminaire-là, dans ce que l'on ne fait pas, ce que l'on ne rencontre pas. Donc c'est une espèce de butoir invisible là aussi, hein, ce qu'on ne fait pas, qui est du réel, c'est-à-dire du pas nommé, du pas symbolisé, du pas symbolisé. Hein. Retenez cette expression-là quand même, j'ai oublié de vous la dire. Le réel, c'est ce qui n'est pas symbolisé. Ça revient au même que de dire ce qui n'est pas nommé. Hein. Mais je vous dis ça quand même parce que Lacan il dit ça aussi comme ça souvent. Ce qui n'est pas symbolisé, le réel. Donc, alors page 79 de votre petit bouquin là, il parle il dit, il n'y a qu'une seule carte dans le jeu. Il n'y a qu'une seule carte dans le jeu. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça?
c'est dans la répétition, hein, dans le S1, le sujet, le S2, le sujet, le S3, etc., etc. Bon, moi, je ne vais pas à chaque fois le refaire, ça n'a pas d'intérêt. Eh bien, si vous voulez, il y a qu'un seul jeu dans cette chaîne-là. Il n'y a qu'une seule carte, c'est le signifiant. C'est le signifiant. Il y a une seule carte. Voilà. On ne peut tirer qu'une seule carte. Hein. C'est pas comme au poker ou je sais pas quoi, ou à des jeux de cartes particuliers. On peut tirer qu'il y a qu'une seule carte. Il y a pas le choix. C'est le signifiant. Voilà. Qu'on le nomme S1, S2 ou S3, 4, c'est le signifiant. Voilà. Après, il désigne ceci ou cela. Alors, il faut faire attention parce que chez Lacan, le S1, après ça, le S1, il va le distinguer des autres. Hein. Il va mettre une barrière comme ça, en disant que ça, c'est le premier signifiant. Le premier signifiant, c'est pas tellement difficile à comprendre, parce que quand vous arrivez sur Terre, il faut bien que vous commenciez à compter. Je ne parle pas forcément compter 1, 2, 3, 4, hein, compter dans toutes les acceptions du terme, même compter comme le compte, un compte d'enfant, par exemple. Quand vous commencez à compter, ben, il faut bien que vous commenciez à compter par quelque chose, par un, par exemple. Hein. On peut prendre comme métaphore du comptage humain le un. Et ben, c'est ce qu'a fait Lacan. Hein. Il dit ça, c'est le premier signifiant, mais ce signifiant-là, on n'y a pas accès. Pas d'accès. Il est perdu. Il est perdu à tout jamais, ce qui crée chez nous un manque. Et ce manque, si vous voulez, a pour effet de créer ce qu'on appelle le désir. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Hein. Ce manque chronique, perpétuel, du sujet par rapport au signifiant premier, qu'il n'a pas, hein, eh bien, crée un manque qui lui-même, un manque permanent, qui crée un désir permanent. Donc le fait de désirer, c'est normal puisque nous sommes carencés, je dirais structurellement, nous sommes structurellement carencés, de par la structure même. Hein. Et ça, personne n'y échappe. Hein. C'est pas la donnée de quelques personnes ou une psychopathologie particulière. Non, non, c'est une donnée universelle. Il n'y a rien à y faire. Il n'y a pas de pièce à y coudre. Ce signifiant nous manque tout le temps, ce S1. Alors, dans les tout premiers mois de l'existence de l'enfant, chez le nourrisson, si vous voulez, le S1, l'enfant l'a. C'est sa mère. Il y a une espèce de coalescence, si vous voulez, entre le S, entre l'enfant et sa maman et sa mère. Une espèce de coalescence absolue, parfaite, je dirais, comme une espèce d'œuf fermé, si vous voulez, quoi, une enveloppe. Et ça fait du S1, ça. Donc, le S1 existe à un moment donné. À un moment donné, l'enfant, il a le S1. C'est lui et sa mère. Le S1, c'est pas sa mère, c'est lui et sa mère. Le S1, hein, qui forment un ensemble fermé, congruent, voilà, et qui lui donne une forme de toute puissance à l'enfant. Une forme de toute puissance. Alors ça, c'est très important, parce que ça, c'est lié directement à la pratique. Moi qui suis comme mon confrère ici, médecin, et je suis spécialiste de psychiatrie de l'enfant, donc je suis confronté à ça tout le temps, à cette histoire-là de la toute-puissance chez l'enfant, parce qu'il y a des tas d'enfants dont on dit, alors c'est ça, on les amène parce que on dit il est coléreux, il est jamais content, il a jamais ce qu'il veut, etc. Et donc, alors évidemment, nous on appelle ça de manière un peu pompeuse, on dit il est intolérant à la frustration, il ne supporte pas la frustration. Ben oui, parce qu'il y a un moment où cette puissance-là, elle va plus exister. Hein. Il y a un moment où il va y avoir une séparation qui va se faire du fait, dit Lacan, de la loi du père. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce que c'est très complexe, qu'il appelle le phallus aussi, bon, peu importe, on s'en fout un peu pour aujourd'hui. Euh,
et il va y avoir une séparation ordonnée, si vous voulez, par la loi paternelle chez Lacan et par le père chez Freud. C'est pas pareil, hein. Chez Lacan, c'est une espèce de loi qui indique à l'enfant qu'il n'est plus un objet unique avec sa maman, etc. Alors que chez Freud, c'est le père qui vient dire bon, ça suffit maintenant, tous les deux là, vous allez vous séparer. C'est moi maintenant qui prends ma place, etc., etc. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc chez les enfants, on rencontre, c'est un symptôme, cette toute puissance-là, on le rencontre tout le temps avec des enfants qui ont des troubles du comportement. Alors ils sont tout de suite, évidemment, maintenant c'est la mode. On dit tout de suite ils sont THAD. Alors ça, c'est une espèce de mode ridicule. Tous les enfants arrivent avec ce diagnostic-là. Moi, j'en reçois 10 par jour des demandes parce que ils ont fait l'ânerie aussi, en plus d'imposer le diagnostic de THADA. THADA, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Tout hyperactif avec déficit de l'attention, hein, vous connaissez. Ils ont fait l'ânerie d'imposer aux gens que le diagnostic soit fait par un pédopsychiatre. Et il n'y en a pas de pédopsychiatre. À Tours, on n'est plus que 3. Donc, comment voulez-vous que les gens fassent dans les départements alentours, il n'y en a pas. Dans le 41, il n'y en a pas. Dans le 38, il n'y en a pas. Etc. Donc, les gens, ils viennent ici. Donc, ils ont le diagnostic, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que les autres personnes n'ont pas le droit de faire ce diagnostic. Ce qui est complètement absurde. Hein, complètement absurde. Mais enfin bon. Même si c'est une évidence, quoi. Mais bon, ça, c'est un espèce de tiroir anglo-saxon, ça, hein, qui nous vient des DSM, des diagnostics statistiques manuels, le 5 actuellement, je crois qu'on est au 5. Et il y a une sur-interprétation maintenant de l'instabilité de l'enfant du côté du THADA, qui est complètement délirante, mais qui a un effet pervers, qui a un effet très pervers, c'est que quand on nous l'envoie, nous, quand on nous envoie ces enfants-là, c'est pour qu'on leur prescrive un truc qui s'appelle la Ritaline. Alors, elle porte d'autres noms. Hein. Elle peut s'appeler Medikinette, elle peut s'appeler Quasim, tout ce que vous voulez. Il y a toute une famille. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est une amphétamine. Hein. Donc, moi, j'aime pas trop prescrire des amphétamines à des enfants de 6-7 ans, vous voyez. On peut prescrire à partir de 6 ans. C'est l'âge. On est dans le cadre, si vous voulez, si on prescrit à partir de 6 ans. Mais moi, je n'aime pas. Je ne le fais pas. Je ne dis pas que je n'en prescris jamais. C'est pas ce que je veux dire. Mais sûrement pas avant 10 ans, 11 ans minimum. Pas avant. Non. C'est trop agressif comme traitement. C'est trop agressif. Les résultats sont aléatoires. Parfois, ça donne quelques résultats. Parfois, ça ne donne pas du tout. Parfois, ça donne un résultat inverse de ce qu'on voudrait. C'est très difficile à manipuler. Et en plus de cela, les enfants que vous mettez sous Quasim ou Ritaline ou Milikinette, eh bien, vous êtes obligé de les surveiller de près. Vous êtes obligé de les revoir souvent. Ce que vous ne pouvez pas faire. Vu le nombre de demandes, vous ne pouvez pas les revoir régulièrement. Donc les gens, ils sont dans la nature, ils se baladent avec du Quasim, ils prennent ça tous les jours comme ça, alors que c'est un médicament quand même très dangereux. Faut dire le mot, hein. Ce sont des médicaments dangereux, notamment pour le cœur. Si un enfant, par exemple, moi je demande toujours un bilan cardiaque. Alors évidemment, ça prend du temps parce que si l'enfant a la moindre insuffisance cardiaque, ces médicaments-là peuvent être très dangereux. Donc voilà, c'est. Enfin, ça, c'est des données matérielles, mais qui rejoignent quand même toutes ces histoires-là. Quand même, c'est pas, on sort pas du champ, hein. On sort pas du champ par rapport à la frustration. Donc, personnellement, moi, quand j'ai face à moi des enfants qui sont dans une forme de toute puissance et qui transgressent tout le temps la loi paternelle, la loi maternelle, etc., la loi familiale et la loi sociale, quand ils sont scolarisés, par exemple, eh bien, je leur prends les mains et je leur parle. Hein. Je leur prends les mains et je leur parle, les yeux dans les yeux. Et je leur dis, écoute-moi, je vais te parler. Euh, quand tu étais bébé, tu étais avec ta maman et tu pensais tout était possible avec ta maman, que tu pouvais tout faire, que rien ne pouvait te résister. Et voilà, je dis ça. Et puis après, je dis, mais tu sais maintenant que tu as 4 ans, 5 ans, etc. C'est différent. Ta maman et toi, vous êtes différents et vous êtes deux personnes distinctes. Et tu ne peux plus maintenant attendre que ta maman fasse tout pour toi et soit tout pour toi. Ce n'est plus possible. Hein. Ce n'est pas possible. Et donc,
tu ne peux pas tout avoir, tu ne peux pas tout posséder, tu ne peux pas tout maîtriser. Enfin, le terme maîtriser, je n'emploie pas beaucoup parce qu'il y a des enfants petits comme ça. Mais je dis, tu ne peux pas tout avoir. C'est ça, il y a aussi l'adaptation hein, du langage à des enfants petits. Si vous adaptez pas votre langage, ils ne comprennent rien à ce que vous racontez. Hein. Si vous leur parlez du signifiant, ça ne va pas le faire. Hein. Donc voilà. Donc il faut adapter le langage en disant, ben voilà, tu peux pas. Quand tu étais tout bébé, tu pouvais avoir, par exemple, tous les jouets que tu voulais, par exemple. Et ben maintenant, tu peux plus avoir tous les jouets que tu veux. Parce que ta maman ou ton papa peuvent dire non, celui-là, tu l'auras pas. Alors, et je rajoute ceci qui est très important. Je dis, mais si ton papa ou ta maman te disent non, tu peux pas avoir ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Parce que c'est ça ce que pensent les enfants. Le problème, c'est ça. Parce que ça, les parents ne le savent pas. Parce que l'enfant ne le dit pas. Les enfants de 3, 4, 5 ans ne disent pas à leurs parents, je pense que tu ne m'aimes pas. C'est bizarre, mais ils ne le disent pas. Ils le pensent fortement, mais ils ne le disent pas. C'est pas énoncé. Ça reste presque dans le réel, d'une certaine façon. Donc je leur dis, tu penses peut-être que ta maman t'aimait plus quand tu étais bébé. Voilà. Parce que quand tu étais bébé, elle te prenait dans ses bras, elle te changeait, elle te donnait à manger, elle t'embrassait, tout ça, elle te prenait par la main, elle était tout le temps avec toi, etc. Donc voilà. Et maintenant que tu n'es plus un bébé, que tu es un petit garçon, une petite fille, eh bien, ce n'est plus pareil. Ta maman, elle ne fait plus tout ça pour toi. Tu manges tout seul, tu peux t'habiller tout seul, etc. Voilà, j'en dis des choses très simples comme ça. Et donc, du coup, eh bien voilà, tu ne peux pas, euh, tu, tu es un peu obligé de t'habiller tout seul. Et il y a beaucoup de choses maintenant que tu vas être obligé de faire par toi-même. Et ton papa et ta maman ne le feront pas pour toi. Tu le feras par toi-même. Et ça, c'est pas facile pour un enfant. Il faut le répéter. Hein. Je répète ça, mais ça a un effet. Je vous assure que ça a un effet quasi miraculeux, quoi, parfois, hein, sur les enfants. Hein. Pas sur les enfants psychotiques, entendons-nous bien. Hein. Sur les enfants autistes, hein, il ne s'agit pas d'un discours qui pourrait pénétrer, si je puis dire. Non, non, non. Chez les enfants normalement névrosés, qui vont pas si mal que ça, qui sont simplement un peu intolérants à la frustration, comme on dit, et qui sont caractériels et pour lesquels on va floquer le diagnostic du THADA, il est bon de leur rappeler des choses élémentaires comme celle-là, hein, sur la toute-puissance, sur le départ, sur la fin de la toute-puissance. Et ils l'acceptent, et ils l'acceptent, ils l'acceptent. Et ils sont rassurés surtout par le fait qu'on leur dise l'amour de ta maman est le même pour toi que quand tu étais bébé. Voilà. Ça, c'est un truc, même les petits de 4-5 ans, ils comprennent très bien ça. Hein. Elle t'aime de la même façon, maintenant que tu as 4-5 ans, que quand tu avais 1 an, ta maman. Elle t'aime pareil. Mais elle ne fait plus les mêmes choses avec toi. C'est pas pareil. C'est surtout vrai quand il y a 2 enfants ou 3 enfants, par exemple. Hein. Il y a un plus grand qui a 4-5 ans, par exemple. Il y a un plus petit qui a 1 an. Ben, la maman, celui d'1 an, elle l'a dans les bras et tout ça. Et donc, celui qui a 4 ans, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est un rival pour lui, un rival mortel, mortel, dont il voudrait la disparition. Hein, dont il voudrait la disparition. Alors, il ne va pas le dire textuellement, mais on le sait, parce que moi, je pose la question. Je leur pose carrément la question. Je dis, euh, ton petit frère, est-ce que tu aimerais bien que des fois, il soit pas là? Ben oui, ils me répondent oui, parce qu'ils sont francs. Ils me répondent oui, ils aimeraient bien, comme c'est pour récupérer la globalité, si vous voulez, la totalité de l'amour maternel. Donc vous voyez que ça, c'est pas de la pratique ultra sophistiquée. Bon, c'est de la pratique élémentaire. Françoise Dolto pratiquait comme ça, tout le temps. Hein, tout le temps. Elle parlait aux enfants avec des mots très appropriés hein, pour que les enfants comprennent. Et elle se débrouillait fort bien de cette façon-là, même si elle était lacanienne, parce qu'elle était très proche, très très proche de Lacan, hein, Françoise Dolto. Mais quand elle s'adressait aux enfants, elle leur parlait comme ça. Elle leur disait des choses, des espèces de vérités dont ils avaient peut-être une espèce de conscience inconsciente, les enfants, mais qu'ils n'avaient pas mis au jour, qui n'étaient pas arrivés sur la scène du monde pour eux, quoi, sur la scène de leur monde à eux, encore. Donc c'est bien de savoir ça parce que il n'y a pas besoin d'être soignant pour pouvoir avoir à le dire.
on peut très bien avoir à dire ça à un enfant de sa famille, même si on n'est pas un thérapeute, hein, pour aider des parents qui sont en difficulté par rapport à la toute-puissance de leur enfant. Et Dieu sait s'il y en a. Je dirais, si je dis que c'est la moitié des consultations, j'exagère pas, hein. Franchement, c'est affolant, quoi. Cette espèce parce que, si vous voulez, dans les écoles, maintenant, on dit aux enseignants, surtout, repérez les TDAH, hein, repérez les TDAH. Mais du coup, ils en voient partout, hein. Tous les enfants de la classe ont TDAH, quoi. Alors, bon, ça colle pas, quoi. Ça va pas, quoi. Parce que c'est quand même un syndrome, bien que moi, je trouve que c'est un peu du charabia. Mais enfin bon, c'est un syndrome qui est quand même cerné, qui est quand même calibré, si je puis dire, quoi. Calibré, hein. Et il est même à tiroir. Si vous voulez, DSM-4, c'est vraiment, c'est carré, c'est vraiment comme ça. DSM-5, diagnostic statistique manuel. Voilà, c'est très normé le TDAH. Mais alors du coup, mais c'est pas de leur faute aux enseignants, parce on leur dit d'avoir une vigilance extrême par rapport à ça. Donc ils ont une vigilance extrême, ce qui fait qu'ils ont un compte extrême du nombre d'enfants qui seraient susceptibles de voir ça. Beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, alors oui, il dit ceci, Lacan, par rapport à ce que je viens de vous énoncer là. Il dit ceci, c'est que lorsque le sujet, si vous voulez, se rapproche de ce que Freud appelait le noyau, on va restituer à Freud ce qui lui appartient quand même, hein. Le noyau, lorsque l'enfant se rapproche de quelque chose qu'il ne connaît pas, ce que Lacan appelait le réel, quelque chose qu'il ne peut pas nommer, quand il se rapproche de ce noyau, il y a une résistance. Il y a une résistance qui s'opère. Il y a une espèce de refus, si vous voulez, comme un peu comme un obstacle, comme le cheval qui refuserait un obstacle, un peu, si vous voulez, d'une certaine façon. Et cette résistance, eh bien, elle génère la répétition dont je vous ai parlé tout à l'heure. La répétition. Mais cette répétition, et ça je ne vous l'ai pas dit tout à fait tout à l'heure, elle n'est pas du même ordre que celle qui est enchaînée, S1, S2, S3, S4, S1. Elle est d'un autre ordre. Elle est pulsionnelle, elle est violente, si vous voulez. Elle est violente, elle est pulsionnelle. Ce qui fait que quand la résistance, si vous voulez, est très forte, il y a un retour, comme je disais tout à l'heure, il y a un retour pulsionnel. Là, on touche à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus enclavées du côté de l'inconscient. De l'inconscient. Et donc, ça peut donner des tableaux parfois psychopathologiques particuliers, avec des passages à l'acte, par exemple, hein, des passages à l'acte imprévisibles par définition. Hein. Passage à l'acte imprévisible et ininterprétable. En psychanalyse, le passage à l'acte n'est pas interprétable. Hein, n'est pas interprétable. Même si on est tenté de le faire, il n'est pas interprétable. Parce que c'est la confrontation du sujet au réel. Donc comment voulez-vous interpréter ça? Et ce n'est pas possible. Hein. Vous ne savez pas quel est ce qu'il a heurté comme non signifiant. Vous ne le savez pas. Comme sans signification. Peut-être qu'avec un long travail psychanalytique, vous pourrez y arriver, mais c'est pas du tout évident. Donc vous voyez quand même que c'est pas tellement. Si on aborde les choses comme ça, eh bien, je ne trahis pas le texte du bouquin. Mais si vous lisez le bouquin, que vous n'êtes pas habitué à Lacan, vous comprenez absolument rien de ce chapitre-là. Pas une ligne, hein, parce que franchement, ça y va fort, quoi. Hein. Alors, il parle d'un truc qui est intéressant dans ce début-là. Il parle du monologue infantile, Lacan. Du monologue infantile. Ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez remarqué, ça. C'est quelque chose que vous connaissez. Les enfants qui parlent tout seuls. Vous savez, les petits qui parlent tout seuls, qui babillent, qui parlent tout seuls. Areux, areux, areux. Quelquefois, c'est plus élaboré qu'areux. Hein. Ça peut être des mots. Hein. Quand ils ont 4, 5, 6 ans, c'est des mots, des successions de mots comme ça, qu'ils dévident littéralement
seuls, dans une pièce, ils peuvent être tout seuls, et c'est des longs monologues comme ça, et qui inquiètent les parents, et qui inquiètent les parents. Et alors longtemps, un diagnostic un peu stupide avait été fait par rapport à ça. On disait c'est un problème pathologique, narcissique, voire égotique. Le sujet ne se rapportant qu'à lui-même, si vous voulez, puisqu'il ne parle à personne apparemment. Apparemment, il ne parle à personne, ce qui n'est pas exact. Et les monologues infantiles, c'est chez les enfants, ben voilà, chez les enfants, à partir du moment où ils commencent à parler, c'est-à-dire vous savez que les premiers mots, c'est à partir d'un an à peu près, hein, et les premières phrases, c'est à peu près à partir de 2 ans. Voilà, c'est ça la norme. Alors ça fonctionne pas comme ça chez tous les enfants, bien entendu, il y a des dérives, et qui sont pas forcément pathologiques d'ailleurs, hein, faut pas s'affoler. Mais le monologue infantile, il intervient pratiquement chez tous les enfants. Il y a toujours un moment où l'enfant... Et pourquoi est-ce que l'enfant fait un monologue infantile? Ben, Lacan, il l'explique de manière très subtile, moi je trouve, très intelligente. Ah, il reprend ses signifiants, S1, S2, S3, S4, S5. Et donc, le sujet est là, entre les signifiants, il est là, parce qu'il est vivant. Hein. Quand il est mort, évidemment, il est plus là. Hein. Ça n'empêche pas les signifiants d'être là. Mais le sujet, il est là. Bon, voilà. Et alors, le S1, ben, ça peut être n'importe. On a parlé du S1 de manière un peu particulière tout à l'heure, mais ça peut être un objet, ça peut être un doudou, par exemple. Un doudou, il va nommer un doudou. Ici, il va pouvoir nommer, par exemple, sa maman. Ici, il va pouvoir nommer son papa, n'importe quoi. Bon, voilà, comme ça. Et puis, indéfiniment, tout un tas de mots, tout ça. Puis, les répéter, etc. Cela veut dire simplement que l'enfant fait un travail normal. Il s'inscrit dans la chaîne symbolique. Il se chaîne, si vous voulez, hein. Un petit peu comme un petit peu comme le tramway de San Francisco. Je ne sais pas si vous le connaissez, le tramway de San Francisco. Il est entraîné par une chaîne qui court sous l'asphalte, sous les routes, sous les rues de San Francisco. Et le tramway a des gros crochets, les wagons ont des gros crochets et s'accrochent à la chaîne. Et il bouge comme ça. Donc c'est un système très archaïque. Dans une ville ultra moderne, ils ont un système comme ça qu'ils conservent parce que c'est historique. Et ça fonctionne très très bien. Hein. Ils tombent jamais en panne, hein, le truc de San Francisco. Enfin, bref, l'enfant, il fait un peu comme le tramway de San Francisco. Il vient accrocher son petit crochet ici, là, dans la chaîne signifiante. Et donc, il monologue tous les symboles qui lui passent par la tête, comme ça. Et c'est normal, c'est normal. Et Lacan rajoute ceci, il dit, l'enfant constitue sa réserve inconsciente. L'enfant constitue sa réserve inconsciente. Oui, l'enfant va conserver en lui des mots qui ne sont pas inconscients, mais aussi toute une réserve de termes, de symboles inconscients, qui reviendront peut-être à la surface, qui reviendront à la surface sûrement même, à certains moments de son existence, mais la réserve, le stock, si vous voulez, le stock lexical, le stock signifiant de l'enfant inconscient, le stock de l'enfant, de l'inconscient de l'enfant, c'est pas pareil que l'enfant inconscient, euh, eh bien, se constitue ainsi dans ce monologue, qui n'a rien de narcissique, hein, parce que c'était, d'ailleurs, même Freud au début a appelé ça l'auto-érotisme, hein, l'auto-érotisme, voilà, non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la constitution, de l'entrée de l'enfant sur la scène du monde. L'enfant ascensionne et arrive, sa tête dépasse sur la scène du monde, et le voilà chaîné, dans l'ordre des signifiants, dans l'ordre symbolique, dans l'ordre symbolique que l'on a nommé tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler du monologue infantile, parce que il y a beaucoup de parents qui disent aussi, qui viennent consulter aussi pour ça, voilà, qui disent, je suis inquiet parce que mon enfant parle tout seul. Il est dans une pièce et puis il parle tout seul, et puis pendant des heures, il parle tout seul comme ça. Alors, est-ce que c'est grave? Alors moi je dis, ben non, pas du tout. C'est normal. Votre enfant est en train alors je leur dis pas ils sont en train de constituer sa réserve inconsciente, mais je leur dis que ben voilà, il constitue son stock lexical, quoi, son stock de mots, son stock de symboles, son stock de signes. Il le constitue comme ça.
il engrange, et il le récite pour pouvoir l'appréhender, le contenir, se le faire sien, ce stock lexical, par ce monologue. Bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent, hein. Il y a le stade du miroir où l'enfant va être confronté à l'autre et va aussi se constituer dans l'image de l'autre, l'image aliénante de l'autre. Mais ça, c'est une autre affaire dont on parle peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas sûr. Donc, je vous ai parlé du monologue infantile, bon, c'est bon. Alors, oui, c'est ça. Là, il arrive après, page 81, donc on est encore un petit peu au début, page 81, il arrive à ce fameux rêve de l'enfant mort qui brûle. L'enfant mort qui brûle. Qui est un rêve horrible, hein, mais bon. Alors, je vais vous le lire parce qu'il n'est pas long du tout. Enfin, il était sûrement plus long que ça, mais tel qu'il est écrit dans la science des rêves là, que j'ai là, l'édition de la Pléiade. Alors, il dit ça, c'est chapitre 7 hein, de la page 433 dans l'édition de la Pléiade. Et le chapitre s'appelle Psychologie des processus du rêve. Chapitre 7. D'ailleurs, Lacan le cite, hein, il parle du chapitre 7 dans ce bouquin-là. Dans le livre 11, il parle du chapitre 7. Il dit il faut aller voir le chapitre 7 pour voir le rêve de l'enfant l'enfant mort qui dort. Il faut y aller. Et donc, au nombre des rêves qui m'ont... C'est Freud qui parle. Hein, au nombre des rêves qui m'ont été rapportés, il en est un qui mérite une attention particulière. Je le tiens d'une malade qu'il a entendu raconter dans une conférence sur le rêve. Je ne sais exactement quelle est sa source, mais il fit sur cette dame une impression telle qu'elle s'empressa de le rêver à son tour. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Elle rêve le rêve. Elle rêve le rêve d'une autre personne. C'est-à-dire de reprendre les éléments de ce rêve dans le sien, pour exprimer par ce transfert un accord sur un point déterminé. Et donc Lacan dit par rapport à ce rêve, mais ce rêve tel qu'il est prononcé, tel qu'il est proposé, il est complètement fermé. C'est ce qu'il dit, hein, c'est le terme qu'il emploie. Il est complètement fermé. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas l'analyser, puisque la personne qui l'a fait en premier n'est pas là. Hein, donc il est inanalysable. Alors ça n'empêche pas que il en fait des interprétations, Lacan. Il s'exerce à des interprétations, comme Freud l'a fait aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est des interprétations un peu généralistes, qui ne sont pas nécessairement, si vous voulez, liées à ce rêve-là en particulier. Parce que Lacan dit, il est fermé à double tour, parce que de toute façon, il n'a pas été analysé. Ben c'est vrai, il dit ça dans le bouquin, dans le livre 11, hein, textuellement. Donc, les données de ce rêve modèle sont les suivantes. Un père a veillé jour et nuit, pendant longtemps, auprès du lit de son enfant malade. Après la mort de l'enfant, donc l'enfant est mort, hein, ça faut bien se dire, il va se reposer dans une chambre à côté, mais laisse la porte ouverte afin de pouvoir de sa chambre regarder celle où le cadavre de son enfant gît dans le cercueil, entouré de grands cierges. Un vieillard a été chargé de la veillée mortuaire. Il est assis auprès du cadavre et marmotte des prières. Au bout de quelques heures de sommeil, le père rêve que l'enfant est près de son lit, lui prend le bras et murmure d'un ton plein de reproches: « Ne vois donc-tu pas que je brûle ?» Même dans certaines interprétations, la phrase est plus longue, on dit « Père, ne vois-tu donc pas que je brûle ?» Père, ne vois donc pas que je brûle. Donc c'est le père qui rêve ça, hein, le père qui rêve ça et qui le restitue après. Il s'éveille. Alors le père, ayant entendu de la bouche de son enfant mort dans le rêve cette phrase, se réveille. Et c'est pas dit, mais je vous le dis. Il s'éveille, aperçoit une vive lumière provenant de la chambre mortuaire, s'y précipite, trouve le vieillard assoupi. Le linceul et un bras du petit cadavre ont été brûlés par un cierge qui est tombé dessus. Oui, c'est quand même pas gai, hein, pas folichon comme rêve. Donc l'enfant commence à cramer littéralement, et donc du fait de l'assoupissement, si vous voulez, du vieillard qui s'est assoupi, voilà, hein, qui n'a pas donc veillé correctement. Mais bizarrement, le père est quand même réveillé, je dirais, pas tout à fait au bon moment, mais quand même, il est réveillé bien avant que son enfant soit complètement brûlé, bien avant, puisque c'est le drap et une partie du bras
qui est légèrement brûlé. Donc quelque chose l'a réveillé, ce père-là, dans le rêve de l'enfant mort qui dort, qui brûle, l'enfant mort qui brûle. Et donc il dit que c'est un rêve, alors voilà, c'est ça, ce que Lacan dit textuellement, il dit que c'est un rêve clos, fermé. L'intérêt, son ressort dernier, quelle réalité détermine l'éveil? C'est ça, voilà. C'est la question que se pose Lacan. Qu'est-ce qui fait que le père se réveille? Voilà. Pourquoi y a-t-il ce réveil? Alors là, on a deux approches qui ne sont pas contradictoires. Il ne faut surtout pas les opposer, celle de Freud et celle de Lacan. Freud dit, c'est une loi freudienne, ça. Hein. Freud dit, le rêve, c'est toujours l'accomplissement d'un désir. L'accomplissement d'un désir. Voilà. Le rêve, c'est l'accomplissement d'un désir. C'est un peu caricatural, c'est un peu simplifié de le dire comme ça, parce qu'il a dit beaucoup plus de choses que ça, Freud là-dessus, bien sûr. Notamment dans la science des rêves, vous avez tout le dernier chapitre qui s'appelle Psychologie du rêve, où il parle, où il théorise sur le rêve, et c'est très très puissant. Mais globalement, quand même, la théorie freudienne, c'est quand même ça. Le rêve, c'est la réalisation d'un désir qui ne peut pas se faire en état de veille et qui se fait à l'état de rêve. Se fait à l'état de rêve. Et dans le cas de l'enfant mort qui dort, quel est le désir du père? Quel est le désir du père? Eh bien, le désir du père, c'est que son enfant soit vivant, évidemment, dans son rêve. Il voudrait bien que son enfant soit vivant. Et donc, d'une certaine façon, il est satisfait dans son rêve, pas dans la réalité, pas à l'éveil. Dans son rêve, il est satisfait puisque son enfant s'adresse à lui au présent. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Donc son enfant est vivant dans le rêve. Hein. Donc on a la réponse, si vous voulez, de l'acception freudienne du rêve, satisfaction d'un désir. Eh bien oui, l'enfant, il est vivant. Tant que dure le rêve du père, l'enfant est vivant et le père pourrait être satisfait. Je mets ça au conditionnel, bien entendu. Pourrait être satisfait de retrouver son enfant vivant qu'il avait laissé mort avant de s'endormir, lui-même, le père. Hein. Et puis le vieillard qui s'est endormi aussi. Enfin, tout le monde s'est endormi, quoi. Hein. Et donc, voilà. Alors, réalisation de ce rêve, bien entendu, c'est ça le truc freudien. Et puis, il y a une deuxième chose que dit Freud, ça c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, c'est que le rêve est le gardien du sommeil. Gardien du sommeil. C'est-à-dire que tant que vous rêvez, vous dormez, ce qui est une lapalissade, évidemment. Mais il ne se contente pas de dire une lapalissade, justement, il dit c'est parce que vous rêvez que vous continuez à dormir. Le rêve est le gardien du sommeil. Ça, c'est la phrase de Freud bien connue. Hein. Le rêve vous garde dans le sommeil, vous maintient dans le sommeil. Voilà, ça, c'est les deux thèses freudiennes essentielles. Bien sûr, c'est beaucoup plus travaillé que ça chez Freud, mais si vous savez ça, c'est déjà pas mal. Hein. Vous savez déjà beaucoup de choses. Alors, chez Lacan, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas une bonne formulation de dire les choses comme ça. Non, ça, chez Lacan, il y a une espèce, il y a des formes de digression par rapport à ça. Et donc, ce que Lacan dit, c'est que, si vous voulez, l'enfant, le père rêve, et tout d'un coup, il se heurte à quelque chose qui est impossible dans son rêve. C'est, si vous voulez, le fait que son enfant soit véritablement vivant. Voilà, c'est justement là, ça prend un peu le contre-pied de Freud quand même. Ça, c'est une impossibilité. Et donc, il se heurte à quelque chose du côté du réel. Mais cette butée-là, cette butée, le père ne peut pas la nommer. Il ne peut pas dire, d'ailleurs dans l'énoncé du rêve, il ne dit pas,
j'ai rêvé que mon enfant était vivant, etc. C'est simplement l'énoncé de la dame qui a rêvé qui nous fait penser ça, mais le père, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Et donc, le père est confronté au réel, et donc il n'est pas confronté à la satisfaction de son désir. Il n'est pas confronté à la satisfaction de son désir. C'est pas la même chose, vous voyez? Il n'est pas dans la satisfaction de son désir. Il est dans une sorte d'incompréhension qu'on pourrait qualifier de métaphysique par rapport à la situation dans son rêve. Et cette butée-là fait qu'il se réveille. Fait qu'il se réveille. Et donc, il se réveille à point nommé quand même. Le rêve, là, a une fonction étonnante. C'est que ce père se réveille au moment où son enfant prend feu, quand même. Hein. C'est quand même étonnant. Il se réveille pas trop tard, pas trop tôt. Il se réveille. Ah bah, il a un peu brûlé l'enfant, mais pas beaucoup. Et c'est le drap surtout qui a brûlé, hein, et un petit peu le bras. Et donc il se réveille, et donc il y a quelque chose d'adapté là, si vous voulez, quoi, hein, dans ce réveil-là, du fait de cette butée du rêve du père sur l'impossible, sur l'impossible, sur le réel, lacanien. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Enfin, ça ne s'oppose pas, hein. Ça ne s'oppose pas, mais c'est une autre, c'est même pas une autre interprétation, c'est une autre formulation. Je dirais ça comme ça. Euh, et il dit ceci, Lacan, ce qui se passe dans le rêve de l'enfant mort qui dort, pour lui Lacan, hein, là on dit c'est pas Freud, hein, ce qui se passe, c'est que on touche, le père touche ici à l'intime de la relation à son fils. Il touche ici à sa fonction paternelle même, à sa fonction paternelle même. Et cette fonction paternelle chez Lacan, je vous le dis comme ça en passant, sans rentrer dans les détails, elle est d'ordre symbolique. Elle est d'ordre symbolique, elle n'est pas du côté de la réalité, si vous voulez, elle n'est pas du côté d'une réalité, d'un père qui dirait il faut faire les choses comme ci, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Non, non, c'est symbolisé, un père symbolisé, et il y a une relation intime entre ce père symbolisé et son fils. Et donc du coup, eh ben, le rêve prend une tonalité impossible parce que pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que l'intime de l'enfant, c'est sa destinée. C'est S1, S2, comme je l'ai dit tout à l'heure, S3, S4, etc., etc. C'est sa destinée. Le terme destinée, c'est Lacan qui l'emploie. Hein. C'est sa destinée. Et donc, la destinée de l'enfant, par définition, puisque vous savez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, S1, S2, S3, ça tend vers l'infini. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finitude à ça. Il n'y a pas de butée. Il n'y a pas de fin, voilà. Et donc, cette destinée étant tout à fait impossible, eh bien, face à, si vous voulez, à cet impossible de la destinée de l'enfant, et le père étant pris dans l'intime de la destinée de l'enfant, eh bien, le père se retrouve confronté à l'impossible, hein, et se réveille, comme je disais tout à l'heure, et se réveille, parce que la destinée de son enfant, il ne la maîtrise pas. Et d'ailleurs, il se rend compte quand il se réveille, puisqu'il est mort, l'enfant. Hein, il se rend compte quand il se réveille, puisqu'il est mort. Alors après cela, Lacan parle de diverses choses par rapport à la destinée. Je n'ai pas le temps de m'étaler trop là-dessus, mais je vous dis quand même quelques petites choses dont Freud aussi a parlé. Hein. Lacan et Freud ont parlé des névroses de destinée. Névrose de destinée ou névrose d'échec. Ben oui, parce que
Si vous voulez appréhender votre destinée, vous ne pouvez pas. C'est strictement impossible puisque c'est la chaîne symbolique. Et que son caractère de non-finitude ou d'infinitude fait que vous ne pouvez pas l'appréhender. Comme disait Lacan et que je vous ai déjà dit plein de fois, on ne peut, du symbolique, on ne peut pas en faire une brassée. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, cette destinée-là, ben, c'est un butoir. C'est un butoir. Il n'a pas de, ça n'a pas ça n'a pas de point d'horizon. C'est un point d'horizon, mais qui fuit tout le temps, si vous voulez, qui fuit tout le temps. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin dans le chapitre, là, je vais un peu dans le désordre parce que le temps passe. Hein, euh, il parle de la tâche, Lacan. Alors, c'est très compliqué, son histoire de la tâche, mais je peux quand même vous la mâcher un petit peu, la tâche. Parce que ça rejoint ce que je viens de dire là, hein, par rapport à la destinée. Si vous considérez, vous, dans votre destinée, par exemple, que vous avez un horizon. Oui, pourquoi pas, hein, vous avez un horizon, vous pouvez vous dire, tiens, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je me projette, comme les gens qui visitent des appartements, on passe à la télé. Est-ce que vous vous projetez bien dans cet appartement? Ah oui, je me projette bien, oui. Oui, oui, on entend ça souvent. Et donc, les gens, vous voyez, là, ils maîtrisent leur destinée quand ils visitent un appartement. C'est bizarre, hein? Parce qu'il y a des murs. Et donc, c'est enclavé, c'est fermé, c'est clos. Donc, on peut maîtriser sa destinée à l'intérieur des murs, ça rebondit. C'est faisable. Mais la destinée telle qu'elle, la destinée stricto sensu, elle n'est pas maîtrisable. Et donc, Lacan dit ceci, c'est que nous, on a des yeux, on a un œil. Alors, je vais en dessiner un comme ça, n'importe comment. Voilà, un œil qui regarde par là. Ça, c'est l'œil. Alors, l'œil, c'est un point de vision. C'est un point unique de vision. Vous avez deux yeux, donc vous avez deux points uniques de vision. Mais enfin bon, l'œil en lui-même est un point unique de vision. Votre œil n'a pas 55 facettes qui vous permettraient de voir derrière vous, par exemple. Ce serait pas possible. Hein. Ça serait pas jouable. Et donc, un point unique de vision. Et donc, l'œil qui est ici, que j'ai dessiné comme ceci, là, un peu grossièrement, avec ici le cristallin. Là, il y a la rétine, voilà, si on veut, un peu d'anatomie. Et donc, voilà, et eh bien, cet œil, en fait, Lacan dit ceci, il est un point unique de vision, mais il est regardé de toutes parts, ce qui est vrai. Hein. Vous voyez que vous avez un minable, je dis ça gentiment, hein, nous avons un minable point de vision unique, qui est notre œil, c'est tout, mais nous sommes regardés de partout. C'est-à-dire que nous sommes regardés de partout, et ça, on peut pas le nier. Hein. Nous sommes regardés de partout. Et il a cette phrase, Lacan, qui est très connue. Il dit ceci, il le dit dans le chapitre d'ailleurs, mais il le dit dans plusieurs chapitres. Nous sommes des êtres essentiellement regardés. Nous sommes des êtres essentiellement regardés. Ce qui veut dire, nous sommes des êtres essentiellement regardés euh, et pas des êtres qui sommes doués d'une vision exceptionnelle. Nous sommes surtout regardés, beaucoup plus que nous voyons, puisque ce que l'on voit, ça part d'un point unique qui est le regard, qui est l'œil, qui est l'œil seulement, qui est l'œil seulement. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de la tâche? Eh bien, justement, parce que votre œil étant un point unique de vision, vous allez avoir une vision très parcellaire de ce qui vous est proposé visuellement. Vous allez avoir une vision ultra parcellaire, ultra limitée. Hein. Et donc, tout le reste est tâche. Tout le reste est tâche. Hein. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que dans l'œil lui-même, il y a une tache aveugle. Vous savez ça? Enfin, ceux qui ont fait un peu d'anatomie, et mon confrère, le docteur Val, ici présent, connaît ça comme mieux que moi, mais dans l'œil,
dans l'œil, vous avez la rétine, comme ceci, hein, c'est la rétine. Ici, vous avez le cristallin, et puis là, vous avez la cornée, voilà, comme ça, hein, le cristallin. Ici, vous avez l'iris, voilà, et puis ici, vous avez ce qu'on appelle la vitrée. La vitrée, c'est une espèce de gel un petit peu dans l'œil. Et puis ici, vous avez le nerf optique, hein. Il est pas là, le nerf optique, hein. Il n'est pas au centre de cette espèce d'arc là, hein. Il est plutôt en bas et puis un peu vers la gauche, comme ça, pour l'œil gauche, et un peu vers la droite pour l'œil droit. Bon, bref. Donc la vision, elle se fait comme ceci, et puis elle s'en va dans le nerf optique. Et donc là où rentre, là où le nerf optique rentre, va vers le cerveau, eh bien l'œil ne voit pas. Là, il ne voit pas puisque il voit, là, il voit parce qu'il y a toutes les cellules qui tapissent la rétine. Là, il y a toutes les cellules qui tapissent la rétine, les bâtonnets, tout ce que vous voulez. Mais là, il n'y en a pas, puisque c'est un trou, là. C'est un trou où pénètre le nerf optique. Donc là, il y a une tache aveugle. Donc, avant même que Lacan ait pu énoncer sa notion de tache, la tache, elle existe anatomiquement. Il y a une tache, et d'ailleurs, il y a des épreuves ophtalmologiques qui permettent de la mettre en évidence, hein. On peut le faire, hein, avec des systèmes très simples, hein, très simples, hein, des petits bidouillages mécaniques. On peut s'apercevoir qu'il y a un endroit où on ne voit pas. On ne voit rien du tout. Et c'est cette tache-là. Voilà. Et donc, pour imager ça de manière un peu métaphorique, si vous voulez, pour que vous compreniez ce que veut dire Lacan, reprenons la notion d'horizon. Le sujet, il a son horizon et il a sa destinée, voilà. Sa névrose de destinée, parce qu'il est toujours névrosé, hein. Qui pourrait prétendre qu'il n'est pas névrosé? Ça serait pas bon signe, puisqu'il serait peut-être schizophrène à ce moment-là. Tant qu'à choisir, autant être névrosé, hein. Parce que schizophrène. Donc, il a son horizon ici. Et donc, si vous regardez l'horizon et que vous voyez une ligne d'horizon comme ça, par exemple, au bord de la mer, c'est plat, c'est linéaire. Voilà, vous avez une ligne comme ça d'horizon. Si vous prenez un bateau et vous vous dites, je vais avancer comme ça, je vais voir l'horizon, je vais me rapprocher de l'horizon. Ben non, vous vous en rapprochez jamais. C'est une évidence, vous ne vous en rapprochez jamais. Il fuit devant vous, l'horizon. Il fuit sans cesse. Il fuit sans cesse. Et donc, il y a quelque chose de l'horizon que, éternellement, vous ne verrez jamais. Hein, non vu. Eh ben, c'est la tâche. C'est la tâche, et métaphoriquement, ça désigne le manque. Le manque, le manque. Le manque que Lacan appelle le phallus. Après, plus tard, bon, je ne vais pas développer ça parce que c'est trop complexe pour l'instant. Je ne vais pas vous noyer dans tout un tas de trucs qu'on n'a pas abordés pour l'instant, surtout pour les jeunes. Il y en a qui savent ça, bien sûr, mais dans cette assemblée, il y en a qui connaissent ça, mais d'autres pas. Donc, il faut se méfier un petit peu quand même de ne pas aller trop loin, mais d'avancer quand même aussi, hein, bien sûr, hein. Donc, cette tâche désigne un manque éternel, un manque éternel, immuable, cette tâche. Voilà, il en parle, hein, la tâche, là, et il n'en parle pas simplement, hein, je peux vous dire, hein. Si vous avez lu le texte, vous verrez que c'est pas de la tarte, hein, son approche de la tâche. Je regardais ce qui avait de plus intéressant par rapport à l'heure, parce que, oh là là, oui. Oh, je vais vous dire un petit mot quand même de l'homme au loup, puisque je vous ai parlé du rêve de l'enfant mort qui dort. Je vais vous parler un tout petit peu de l'homme au loup, pour terminer, parce qu'il en est question longuement dans ce chapitre, hein. Cependant, sinon je n'en parlerai pas. J'ai oublié de vous parler de Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, hein, c'était un philosophe, écrivain, plus ou moins contemporain de Lacan. Enfin, il est mort bien avant Lacan, hein. Il est mort, je sais plus s'il a fait une crise cardiaque ou je sais plus exactement. En tout cas, il est mort brutalement, Maurice Merleau-Ponty. Assez jeune, il n'avait pas 60 ans. Et il a écrit un bouquin dont parle Lacan là-dedans, Le visible et l'invisible, hein. Le visible et l'invisible. Et tout ça pour vous dire que dans ce chapitre-là, Lacan dit que le visible, d'ailleurs, il rend hommage à Merleau-Ponty, hein, à Maurice Merleau-Ponty, et il dit
il a fait un travail remarquable qu'il n'a pas achevé d'ailleurs, parce que en fait, il a écrit 150 pages, Merleau-Ponty, sur l'invisible et le visible, l'invisible et le visible et l'invisible, 150 pages, et puis il est mort. Et c'était pas fini. Et donc c'est un autre philosophe qui s'appelait, oh, j'ai oublié son nom encore. J'ai oublié son nom. Qui a repris le travail de Merleau-Ponty et qui l'a mis en forme achevée. Et Lacan a cette formule assez curieuse. Il dit ce monsieur-là qui a repris ce travail, il a fait un vrai travail de piété. Étonnant comme formule. Hein. Il a fait un vrai travail de piété parce que Merleau-Ponty, c'était horriblement complexe. Hein. Horriblement complexe. Donc, s'atteler aux 150 dernières pages de Merleau-Ponty et les rendre accessibles, c'était pas de la tarte. Hein. C'était pas de la tarte. Donc, il rend hommage à. Ah oui, c'est Claude Laurent, hein, c'est ça. Non, c'est pas Claude Laurent. Il me semble que si. Il me semble que c'est un philosophe aussi, mais moins connu, quoi. Le visible et l'invisible. Et donc, s'il en parle, Lacan, c'est pour dire qu'en fait, si vous voulez, il appelle ça le chiasme. Le chiasme. Claude Lefort, merci. Voilà, c'est ça. Oh, bah, ça fait du bien quand même d'avoir le vrai nom. Ça m'aurait agacé. Claude Lefort, merci. Eh ben, c'est Claude Lefort, effectivement, qui était un peu plus jeune alors que Merleau-Ponty, voilà, et que Lacan. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et qui a fait ce travail de piété dont parle Lacan. Hein, parce qu'il fallait vraiment avoir du courage, hein, quand même. Et Lacan encense Claude Lefort en disant vraiment, il a fait un travail formidable, sensationnel, sur cette œuvre non achevée, du visible et l'invisible de Merleau-Ponty. Le chiasme ou la chair, voilà, c'est les termes que vous avez trouvés dans votre chapitre si vous l'avez lu, ou la chair, ce qui veut dire que entre le visible et l'invisible, eh bien, il n'y a pas une séparation nette, il y a un chiasme, il y a un point de rencontre, un chiasma, comme on le dit en optique. Il y a de la chair, il y a de la chair au sens de la chair, hein, tout simplement. Il y a de l'épaisseur, si vous voulez, parce que l'invisible et le visible se rencontrent. Voilà, il y a une rencontre entre le visible et l'invisible qui est quasiment permanente, etc. Bon, bah, il en parle. Je vous parle de ça parce que il s'étend un peu sur Merleau-Ponty par rapport à ça, le visible et l'invisible, et ça lui convient tout à fait ce que dit Merleau-Ponty. Mais moi, j'ai pas le temps de reprendre là tout ce qu'il dit sur Merleau-Ponty. Vous pourrez le relire si vous avez le temps. Dans ce bouquin-là, n'allez pas lire le bouquin de Merleau-Ponty lui-même. Il existe, hein, le bouquin de Merleau-Ponty, mais il est tellement complexe que je ne vous conseille pas de. Enfin bon, c'est comme vous voulez. Hein. Après tout, si vous avez envie de le lire, vous avez le droit. Vous avez le droit. Donc, il parle de Merleau-Ponty. Et puis, il parle aussi d'un truc sur lequel j'ai pas le temps de m'étendre non plus. Il parle aussi de Roger Caillois, qui lui était un écrivain aussi, journaliste, un peu tout, philosophe, critique littéraire, etc. Très connu en son temps, contemporain de Lacan aussi à peu près, peut-être un peu plus jeune, Roger Caillois. Et il parle, il a écrit sur le mimétisme animal. Vous savez, les animaux qui prennent la couleur ou la forme du fond dans lequel ils sont pour prétendument se défendre des prédateurs. Voilà, hein, c'est ça. Donc Roger Caillois, il a écrit Méduse et compagnie. Parce que les méduses sont très fortes dans ce style d'exercice. Méduse et compagnie. Je vous en parle parce que c'est dans le chapitre, hein, mais je ne vais pas m'étendre. Hein. Donc, Lacan dit ceci. Alors, il exagère un peu, Lacan. Enfin, souvent, il est très provocateur, Lacan. C'est dans son style. Hein. Il dit le mimétisme animal, ça n'est absolument pas un phénomène d'adaptation. Il dit même que c'est absurde. Il dit que c'est absurde de prendre ça pour un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire que ça serait parce que les animaux seraient adaptés aux dangers de leurs prédateurs qui changeraient de couleur ou qui changeraient de forme. Et qui donc, comme ça, ils pourraient leur échapper. Il dit c'est absurde, ça n'est absolument pas pour ça. Alors après, on n'est pas obligé de prendre ça au pied de la lettre, hein, bien entendu, par rapport à ce que dit Lacan sur le mimétisme.
Et donc, il dit, d'ailleurs, Roger Caillois, dans son œuvre, La Méduse, Méduse et compagnie, démontre, et preuve scientifique à l'appui, que dans les intestins des gros oiseaux qui mangent beaucoup d'insectes, il y a autant d'insectes qui font du mimétisme que d'insectes qui n'en font pas. Donc du coup, ça met à mal un peu la théorie du mimétisme, puisque les insectes mimétiques se font paner, sont bouffés autant que les autres. Ce qui est vrai. Hein. Donc voilà, donc c'est. Alors sans doute qu'il y a beaucoup d'autres exemples où il y aurait peut-être même des contre-exemples. Hein, j'en sais rien, moi, je suis pas spécialiste de ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nomme. Et il dit, ce n'est pas un phénomène d'adaptation. Donc pour lui, ce n'est pas un phénomène d'adaptation. C'est qu'en fait, si vous voulez, l'animal, il est capté. C'est le terme qu'il emploie, hein, c'est pas moi. Il est capté par quoi? Ben, par le registre symbolique, celui que je vous ai dessiné tout à l'heure, S1, S2, S3, S4, tout ce que vous voulez. Et c'est dans le registre symbolique qu'il va faire du mimétisme. C'est-à-dire par rapport à ses voisins, si vous voulez, s'il y a du S1, S2, S3, S4, par rapport à l'ordre de la chaîne, il va être contraint de faire du mimétisme, si vous voulez, du fait des images qu'il peut avoir de son environnement, et pas forcément du prédateur, et pas forcément d'un prédateur. Et il dit même pas d'un prédateur. C'est pas d'un prédateur. C'est le registre symbolique, la chaîne symbolique, qui captive, qui captive l'animal dit mimétique et qui fait qu'il se transforme du fait de cette surdétermination symbolique. Oui, c'est pas très simple à comprendre, mais je vous l'explique le plus simplement possible parce que dans le livre, c'est pas expliqué comme ça. Hein, je veux dire, c'est pas de la tarte hein, dans le livre, dans le chapitre là. Donc, mais c'est ça, hein, en gros, ce qu'il dit Lacan. Hein. Voilà. Après, bon, après ça peut se discuter. Hein, je veux dire, on peut discuter à l'infini de ça. Et la thèse lacanienne, elle est intéressante intellectuellement, hein, mais elle n'est pas forcément toujours exacte. Il y a bien des animaux qui doivent se protéger quand même de manière plus ou moins adaptée de leurs prédateurs. Donc j'avais dit que je vous ferai un tout petit mot, oui c'est ça, sur l'homme au loup. L'homme au loup, alors l'homme au loup, ben, il se trouve dans les 5 psychanalyses. Alors c'est une observation qui est très très longue, hein, très chiante, voilà. Mais il y a une chose qui est intéressante quand même dans l'homme au loup, c'est son rêve. Voilà, c'est son rêve. Il fait un rêve. Il fait un rêve, alors son rêve, il est assez tarabiscoté, mais il est intéressant. D'ailleurs, son rêve, si vous allez à Londres, vous pouvez le voir d'une certaine façon, indirectement, puisque en fait, il a rêvé, il rêvait qu'il voyait une fenêtre ouverte, et il avait devant lui un arbre, c'était un noyer, hein, c'est un noyer précisément, c'est pas un hêtre ou un cèdre, c'est un noyer. Dans ce noyer, qui a des grandes branches, il y a des loups, il y a des loups, et des loups qui sont blancs et qui ont les yeux plus ou moins vitreux, qui le fixent lui, qui le fixent. Alors il dit, il y en a 6 ou 7, il ne sait plus trop combien il y en a. Il y en a 6 ou 7. Et ces loups le regardent fixement et créent en lui une terreur épouvantable. Chez ce pauvre homme au loup, une terreur épouvantable. Donc, du coup, il l'a dessiné. D'ailleurs, vous avez si vous achetiez les 5 psychanalyses qu'il ne faut pas acheter, vous pouvez regarder, vous verrez le dessin de l'homme au loup. Mais il l'a fait plusieurs fois, parce que là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4 loups. Il y a 5 loups là. Et il dit à Freud, j'en ai vu 6 ou 7. Donc, vous voyez, c'est pas, il y a des dessins différents. Il y en a un que vous pouvez voir, en vrai, qui est à Londres, là où Freud a vécu la fin de sa vie, parce que Freud a exilé avec sa famille quand les nazis ont envahi l'Autriche, hein, au moment de l'Anschluss, là, où les nazis sont arrivés, grâce à Marie Bonaparte et à son argent, il a pu s'en aller et partir dans une maison londonienne, une très belle maison d'ailleurs, hein, on peut visiter actuellement, ça vaut le coup d'y aller parce que c'est très beau, l'endroit est très beau, et puis c'est assez émouvant parce qu'on voit tous les objets de Freud sont là. Hein, à Vienne, il n'y a plus rien. Hein. À Vienne, il y a son cabinet, mais il n'y a rien dedans. Hein.
Donc, vaut mieux voir à Londres, il y a tout. Et notamment au mur, il y a le dessin de l'arbre, de l'homme, le vrai dessin, hein, l'original de l'homme au loup, qui est là comme ça. Alors je l'ai pas en photo parce qu'on n'a pas le droit de photographier. Si on photographie, on s'est cassé la gueule. Donc je l'ai pas. C'est interdit de photographier quoi que ce soit là-dedans. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs. Enfin si peut-être parce que ça abîme les trucs. Je sais pas. Je sais pas. Donc l'homme au loup. Alors oui, on dit que dans son histoire, l'homme au loup, son grand-père lui aurait raconté un jour que un tailleur avait eu l'effroi de sa vie parce que dans son atelier de tailleur était rentré un loup par la fenêtre et que ce tailleur avait eu une peur, la peur de sa vie, mais qu'il avait réussi à faire fuir ce loup en lui coupant la queue. Voilà, schlag. Et donc il a fait fuir ce loup. Et donc l'homme au loup se rappelle de ce récit, ça lui revient, à tel point qu'il le rêve, lui, et qu'il fait ce rêve du noyer sur lequel il y a 6 ou 7 loups blancs qui le regardent, qui sont silencieux, C'est un point important, ça. Hein. Il ne faut aucun bruit, les loups. Et la scène même de l'arbre et des loups est totalement silencieuse, inerte, et d'autant plus effrayante d'ailleurs. Et donc, il se souvient de ce rêve, il le fait lui-même, et il en est un peu, a posteriori, quand même, un peu épouvanté, quand même, de cette scène-là. Et Freud en a une acception, si vous voulez, par rapport à cette scène des loups, la scène des loups, et le dessin qui va avec. C'est qu'il dit que l'homme au loup, il a été traumatisé dans sa petite enfance. Il a eu un trauma d'ordre sexuel. Soit qu'il a été agressé lui-même sexuellement, soit qu'il a vu ses parents dans l'acte sexuel lui-même. Et qui donc il a aperçu le phallus de son père paraître et disparaître, paraître et disparaître, paraître et disparaître. Voilà. Et que donc ça lui procure une terreur épouvantable de constater que sa mère est dépourvue du phallus, que Lacan écrit le phi majuscule, comme ceci. Mais pour Freud, c'est de l'ordre de la réalité. Voilà. C'est de l'ordre de la réalité appréhendée par le sujet, c'est-à-dire l'homme au loup, qui s'appelait Sergueï Pankeïev, peu importe, hein, c'était un russe. D'ailleurs, il était assez cru comme monsieur, hein, je ne sais plus où j'ai noté ça. Ah oui, c'est ça. Freud le prend en psychanalyse, et quand même, il trouve que l'homme au loup, il est un peu, c'est pas commode, ça va pas être facile avec ce monsieur-là. Et il dit, je suis confronté à un transfert négatif. Il écrit à un monsieur qui s'appelait Ferenczi. Ferenczi, c'était un psychanalyste de l'époque aussi, un disciple de Freud, avec qui il s'est fâché après, mais enfin, comme ils se sont tous fâchés les uns les autres, hein, c'est assez banal. Et donc, il dit, j'ai été confronté à un transfert très négatif d'un patient violent. Et il écrit cette lettre à Ferenczi le 13 février 1910. Et il dit ceci, ouais, c'est un peu cru, hein. Un jeune russe riche, que j'ai pris en analyse à cause d'une passion amoureuse compulsive, m'a fait l'aveu, après la première séance, des transferts suivants. Et il invective Freud et il dit, juif escroc, j'aimerais te prendre par derrière et te chier sur la tête. Ouais, carrément. Hein. C'est le texte même, hein, de Freud. C'est pas moi qui j'ai rien rajouté ni enlevé. Donc effectivement, c'est violent. Mais enfin, Freud, il lui fallait beaucoup plus que ça pour être effarouché. Hein. Il avait, et comme il le disait tout le temps, Freud dit, il faut appeler un chat un chat. Hein. Et là, bon, ben, manifestement,
Sergueï Pankeev, il appelait un chat, donc voilà, ça donnait ça. Et simplement, Freud a dit, il n'est pas commode ce monsieur-là, il est un peu violent, et ça va pas être de la tarte. Bon, voilà, pour le psychanalyser. Ceci dit, il l'a psychanalysé quand même pendant longtemps. Hein. Ça a été beaucoup plus long que Dora. Dora, ça a duré 2 secondes. Lui, ça a duré des années. L'homme au loup, quand même. Et après, il a pris quelqu'un d'autre, etc. Il a eu plusieurs psychanalystes après Freud, parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait non plus, lui. Donc, il y a un trauma alors, qui s'inscrit dans la réalité des choses pour Freud, à savoir que dans sa petite enfance, il y a eu cette histoire racontée du grand-père, plus des menaces de sa mère et de ses nourrices, et des nourrices, lui disant, si tu continues à jouer avec ton kiki comme ça, un jour, il va être coupé. Hein. Oh, fais attention. Alors, des menaces de castration, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, il y a eu dans la réalité de l'homme au loup de Serge Pankeyev, il y a eu des angoisses de castration générées dans une réalité supposée. Parce que la réalité est toujours supposée. Elle n'est jamais posée. Angoisse, castration. Voilà, ça c'est l'approche freudienne, bien compactée, hein, ultra compactée. Ça fait hurler des gens que je compacte comme ça, hein. Des gens pseudo-savants sur Lacan. Parce qu'il y en a des pseudo-savants, il y en a un paquet hein, sur Lacan. Et qui me disent, comment pouvez-vous parler de Lacan comme ça, aussi lestement, aussi... je sais pas, moi je les envoie chier, de toute façon ça me dérange, je m'en fous. Je leur dis aussi, je leur réponds que moi je fais de la transmission. Je suis pas dans une école, je fais pas de l'élitisme, je suis pas là pour faire du Lacan après Lacan, parce que c'est ce que font beaucoup de gens, hein, qui font du Lacan après Lacan, en s'exprimant de manière plus complexe que Lacan encore. Et ils sont contents. Ils comprennent pas un mot de ce qu'ils écrivent, mais ils sont contents. Hein. Alors vous en avez des tartines comme ça, des milliers de pages sur Internet. Vous pouvez trouver des gens qui vont tartiner sur Lacan sans comprendre un mot de ce qu'ils racontent, et ils sont contents. C'est l'essentiel, hein, ils sont contents. Donc moi je leur dis, je fais pas comme ça. Je transmets quelque chose. Il y a des gens jeunes, ce qui est vrai ici, ce qui est une chance d'ailleurs. Hein. Je les remercie d'être là. Des gens jeunes et j'essaie de leur transmettre quelque chose qu'ils comprennent, parce que sinon ça sert à quoi hein. Si je me fais à faire du Lacan moi aussi, avec sa manière de s'énoncer, ben ça serait complètement stupide quoi. Après, j'insiste toujours sur ce fait que je tiens absolument à ne pas trahir le texte. Hein. Voilà, de rester quand même dans le texte, de ne pas trahir Lacan, de ne pas faire une simplification qui serait une trahison. Vous voyez, non, je ne fais pas ça. Donc par rapport à l'homme au loup, Lacan, il dit, ce n'est pas un problème de réalité. Voilà. Ce n'est pas un problème de réalité pour cet homme-là. C'est un problème du S1 que je vous ai nommé tout à l'heure, le premier signifiant, celui qu'on perd, signifiant perdu. Ce signifiant perdu, voilà. Eh bien, l'homme au loup, si vous voulez, n'accepte pas, il transperce, si vous voulez, la butée. Lacan, il dit, il transfile, il appelle transfiler, passer un fil à travers. Il transfile cette opposition-là, cette impossibilité, hein, et il considère que le S1, eh ben, il pourrait l'avoir, et donc il ne serait pas manquant, Et évidemment, il se trouve dans un grand embarras, puisque bien au décours de son travail avec Freud, etc., il s'aperçoit quand même au bout de 5 ans qu'il ne l'a pas. Enfin ça, on n'est pas sûr, hein, parce que on connaît pas les termes de la fin de cette psychanalyse, puisque je vous dis, il a changé de psychanalyste à un moment donné. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, l'homme au loup, en tant que sujet, il a été confronté comme tout le monde à l'autre, ça c'est le stade du miroir, hein.
le stade du miroir, je l'ai fait SDM, là, comme ça, hein. Il a été confronté à l'autre. Il s'est perdu complètement dans l'autre. Il est devenu autrui en l'autre. Il est devenu autrui en l'autre. Et il s'est fabriqué une espèce de S1 ici, une espèce de totalité, si vous voulez. Une forme de totalité impossible à réaliser, l'homo loup. Et donc, il est pris dans une névrose d'échec, la névrose de destinée que Lacan et Freud énoncent là dans le chapitre pour ce qui est de Lacan. Et ça ne fonctionne pas. Donc, il passe par des périodes dépressives, des périodes d'euphorie, etc. Il est très changeant. Et Lacan finit par dire que finalement, l'homme au loup, on ne pouvait pas vraiment l'analyser, quoi. C'était pas tellement faisable en prenant ça dans le registre de la réalité. Voilà. Il disait, Lacan, si on prend ça dans le registre, comme l'a fait Freud, dans le registre de la réalité, parce que parfois, Lacan critiquait avec respect, mais il critiquait quand même Freud. Il le faisait. Hein. Il disait, dans le registre de la réalité, ce n'est pas faisable. Il aurait fallu le psychanalyser dans un registre symbolique. Un registre symbolique, celui de la castration. Si ce travail-là avait été fait, peut-être que ça aurait pu marcher, peut-être, moi j'en sais rien, je ne peux pas faire de plan sur la comète, qui est déjà passé, mais voilà, voilà ce que dit Lacan en gros sur l'homme au loup. Je l'ai vraiment compacté un maximum là, parce qu'il est -5 et qu'il faut qu'on laisse la salle pour aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui n'ont pas le livre, là, vous pouvez passer le prendre en sortant. Et puis la prochaine séance, elle a lieu, je ne sais pas quand. Quelqu'un a le programme là? Le 3 mars. Le 3 mars. D'accord, merci.